Dominion, that name has a real power over me, dit Simon, le frère introverti de la famille Matchcard. Lui et Abe, fils de Clyde, s'occupent au gré de leurs capacités propres et de leurs angoisses générationnelles à veiller sur un commerce vétuste, Clyde Fans, situé dans le récit sur la rue Queen West de la ville inventée de Dominion, et dans la réalité sur la rue King Est au coin Sherbourne à Toronto. Évidemment, Clyde Fans n'existe plus, mais c'est un commerce qui a existé là, pendant plusieurs décennies à Toronto, puis qui a inspiré donc Seth à créer cette série. Donc la ville de Dominion est une création du BDiste canadien Seth, de son propre aveu, une ville de bonne taille pour une communauté excentrée du nord de l'Ontario et peuplée de 300 000 habitants, le double de Sudbury. Dominion apparaît pour la première fois officiellement dans l'histoire du vieux Abe, errant dans le magasin de ventilateurs électriques légué par son père, sérialisé à partir du 10e fascicule de Palookaville, publié en 1997. La ville a depuis fait l'objet de plusieurs autres apparitions, à la fois dans le travail de banquettisme de Seth et dans les œuvres publiées en parallèle à l'aventure Clyde Fans qui aura duré plus de 20 ans. Donc on pense à Wimbledon Green, The Great Northern Brotherhood of Canadian Cartoonists ou encore George Sprott. Présentent tous des récits se déroulant autour de la mythologie de cette ville caricaturalement canadienne. Sorte d'utopie culturelle où le Canada aurait eu depuis des décennies une confrérie de BDistes célébrés, présentée sous les projecteurs à une population consciencieuse de sa culture et de ses aspérités idiosyncratiques. Une ville produisant localement ses bulletins télévisés autant que ses ventilateurs, une ville suffisamment habitée par des lecteurs avides de bande dessinée pour que des collectionneurs venus des quatre coins de l'Amérique s'y retrouvent. Une ville tellement fière de son patrimoine qu'elle peut organiser chaque année un glorieux défilé en l'honneur de son histoire. Dominion incarne une époque antérieure à la mondialisation du commerce et où, comme le premier chapitre de Clyde Fans le défend si bien, il fait encore bon de pouvoir appeler nuit et jour son fabricant local de ventilateurs pour qu'il vienne changer le moteur du vôtre. Dominion est une ville utopique, car elle incarne ce que Seth, à travers son travail d'une richesse toute cohérente, espère pour la culture de la lecture et de la mémoire collective. Une ville réellement habitée par son histoire, ses fondateurs, ses épreuves, dont l'architecture bien typique du milieu du 20e siècle aurait été préservée, conservant par là même les traces de sa fondation et donc de ses origines, autrement dit une ville tout à l'opposé de celle de Toronto, qui berce les origines de la carrière de Seth, voire celle de Montréal, où il est édité par Jordan Quarterly depuis une trentaine d'années, qui sont des villes maintenant plus notables pour leurs condominiums que pour leurs marquises bien conservées. Il faut dire ensuite que la ville de Dominion n'aurait pas une présence aussi centrale dans l'imaginaire de ces récits si elle n'avait pas été aussi déclinée en maquette dans le sous-sol de Seth. Du début des années 2000 à 2018, le BDiste assemble une centaine de bâtiments en carton peint dans son style si caractéristique. Photographiés puis insérés au gré des pages dans des objets-livres de plus en plus éclatés que deviennent ces fascicules de Palookaville, les petits bâtiments finissent régulièrement exposés depuis une quinzaine d'années dans autant de galeries à travers le monde. La production de ces maquettes montre bien Seth en train de déployer un univers narratif a priori urbain et spatial, un espace quadrillé et structurant qu'il se met à défi d'explorer lui-même. Il trace l'histoire cachée derrière ces immeubles, avec leurs propriétaires, leurs rachats, leurs vieilles devantures, à créer un univers complet et rhizomatique qu'il prévoit déjà explorer pour le restant de sa vie. Seth, dont toute l'esthétique repose sur un rapport serré au temps qui passe et à la fabrique de la nostalgie, interpelle évidemment des réalités qui dépassent la fiction millimétrée de la ville de Dominion. D'emblée, le nom lui-même de la ville, Dominion, laisse peu de place à l'interprétation quant à son ascendance bien canadienne. L'affublant du plus canadien des vocables canadiens, Seth impose son Dominion comme un projet de municipalisme, au sens où l'entend Jonathan Durand-Falco dans son essai « À nous la ville », traité de municipalisme, mettant le municipal en porte-à-faux de l'État-nation traditionnel, afin d'en faire un modèle de gestion plus gérable et plus éthique, car plus local. Le Dominion de Seth est d'une exemplarité ironique au sein d'un pays qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Un horizon idéal pour la bourgade typiquement ontarienne, en même temps qu'il est le dépositaire des souvenirs de ses personnages et d'une archive diégétique. Dominion, that name has a real power over me.
disait donc Simon Matchcard. Or, de quel pouvoir est-il question? Celui d'un Canada totalement nostalgique et fantasmé? Le pouvoir du mot tient chez Seth du pouvoir du souvenir, de la Madeleine de Proust qui lentement fait remonter à la surface nappée du présent des pointes de passé, en même temps qu'il témoigne chez lui d'un intérêt constant face aux relations asymétriques qu'entretiennent le verbe et l'image, relations auxquelles nous reviendrons plus tard. Or, si le mot Dominion a autant de pouvoir sur Simon Matchcard, c'est au moins parce qu'il symbolise quelque chose qui surclasse à la fois le nom de la ville homonyme, qui ne peut contenir à elle seule toute l'évocation canadienne qu'elle insinue, tout comme le mot s'approprie l'entité politique du Dominion canadien, évoquant l'unification des provinces et territoires de 1867 et dont les récits de la ville fictionnelle, par leur apolitisme constant, par leur refus d'adresser la véritable histoire canadienne, ne peut réellement convoquer. Autrement dit, l'évocation du Dominion de Seth est toujours à la fois plus que la ville qu'elle désigne et moins que la nation qu'elle suppose. Quand Seth écrit « Dominion, that name has a real power over me », il écrit donc autour d'une certaine capacité, qu'a le mot Dominion à plier en lui-même une histoire inventée contre une histoire officielle, à plaquer l'utopie du récit contre une torpeur avérée, ouvrant en dépliant le pouvoir du mot vers des mensonges qui sont moins de l'ordre de l'anachronisme que d'un passé qui n'a jamais existé. Ainsi, dans la ville du Dominion, au sein de l'Association des BDistes du Canada, l'on retrouve les traces de Bartley Munn, l'auteur de Kaokuk, un Inuit explorateur de l'espace qui aurait été la vedette d'une série de comic books des années 50 et qui s'avère évidemment une pure création de l'esprit autant que son auteur Bartley Munn. Une autre œuvre est signée par Bernard Réaume et porte en 9 exemplaires cartonnés, s'il vous plaît, sur les aventures du coureur des bois Lacombe, héros canadien-français, lui aussi complètement absent de l'histoire de la bande dessinée canadienne des années 50, énième signe d'une tradition espérée par Seth, BDiste contemporain en mal d'historicité. À bien des égards, il apparaît que le Dominion de Seth est une manière de mettre en relief donc les évidents écueils d'une nostalgie maladive où tout était mieux avant, puisque ni Kaokuk ni Lacombe n'ont réellement été imaginés à cette époque. Régulièrement interrogé sur son rapport au passé, Seth répond systématiquement que, malgré les jugements hâtifs à l'égard de son travail, il ne perçoit pas le passé comme un monde idéalisé, qu'il est au contraire tout à fait conscient de ses inégalités, de ses contraintes, de ses cruautés. Dans Clyde Fans, une séquence de 1966 montre Simon discuter avec ses jouets, incluant une poupée inspirée des gollywogs racistes populaires durant la première moitié du 20e siècle. À ce sujet, Seth avouera en entrevue avec le Comics Journal en 2019 que ces images racistes ne sont pas des accidents. Qu'il est, je cite, « conscient du racisme et de la misogynie du monde de l'homme blanc qu'il illustre ». Seth poursuit. And since Clyde Fans has a strong main thread about the disappointments of progress, it was important that the closed world of these brothers not be a cozy retreat from reality, not allow any simple ideas about the world being better in 1957 or 1966. Why is that Simon goes back to his room with a racist toy instead of any of his other cheap novelties? Because the vulgar toys are a symbol of emasculation, humiliation, servitude, and the loss of human dignity, something Simon is allowing to happen to himself, but is also complicit in. La poupée renvoie donc Simon à son propre assujettissement et Seth, ici, plutôt que d'idéaliser le passé, s'en sert pour souligner le sort un peu misérable de son protagoniste. Le fait est que le rapport de Seth à ce que Paul Ricoeur appelait le temps historique, c'est-à-dire le temps qui peut être caractérisé par le rapport entre un avant et un après, est profondément mis dans une tension dialectique et réflexive, en ce qu'elle questionne constamment les modes d'énonciation du BDiste en travers des tendances et des imaginaires du milieu du dernier siècle. Avec son trait hérité du cartooning des années 30, 40 ou 50, son ancrage au pinceau épais et son élégance rêvée pour une illustration du New Yorker, l'esthétique de Seth est d'ailleurs le premier moteur de sa relation au passé et à son interprétation nostalgique. Pour reprendre un vocable en vogue du mobilier d'aujourd'hui, son style est même typiquement mid-century. C'est pourquoi la transgression de la poupée raciste vient s'inscrire en contre-exemple au parti pris formel de l'auteur, montrant naïvement la laideur ordinaire d'un jouet à une époque donnée, sous les traits d'une esthétique cartoonesque se revendiquant d'une innocence morale.
Que Seth travaille ici une sorte de contre-nostalgie culturelle du racisme et de la misogynie, ou qu'il rêve de l'impossibilité pour un BDiste canadien-français d'être connu à travers le Canada, il entre dans les deux camps en dialogue avec une totalisation de l'histoire et de celle de l'identité canadienne, implicitée par le processus de miniaturisation qu'il impose à travers la ville-somme de Dominion, et qui aplatit notre rapport au passé dans une sorte de rêve exploré en hyper-conscience de ses technologies, de ses modes, de ses vêtements, de sa robustesse, de ses marqueurs du passé étant le plus souvent les éléments phares de la mise en scène, tout comme de la renarration, en l'occurrence l'histoire des bons vieux ventilateurs de Clyde Fans. Dans On Longing, Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection, Susan Stewart affirme quant à elle que la miniature ne s'attache pas au temps historique, qu'au contraire de la représentation réaliste qui fonctionne par métonymie, le monde de la miniature est un monde métaphorique où la miniaturisation se rend antérieure et extérieure à toute forme de quotidien avéré. Pour Stewart, la réduction qu'opère la miniaturisation transforme l'objet consommable et détourne sa relation au temps et à l'espace du réel, en l'essentialisant. En d'autres mots, les exercices de miniaturisation des accessoires et de l'architecture chez Seth produisent une surfocalisation des objets et de leur usage courant, afin d'une part de souligner leur qualité de marqueur historique et d'autre part de s'assurer que ces objets demeurent le point nodal du récit, ce pour et par quoi se déroulent les relations interpersonnelles. On pourrait même dire qu'étant donné l'opposition notoire de Seth face aux conflits trop accentués dans les récits en général et dans les siens a fortiori, la miniaturisation de l'historique et du national tient lieu d'enjeu narratif principal chez lui. La question de la miniaturisation et du formalisme néoclassique chez Seth ouvre naturellement à celle de l'accomplissement de ce travail de miniaturisation, qui procède d'une synthèse du réalisme en une sorte de forme épurée, précisément cartoonesque d'une manière ubiquitaire qui étend la stylisation à l'ensemble de la matière de sa diégèse. Il y a réduction formelle chez Seth dans son trait et réduction historique autant que spatiale dans son travail de maquettisme, l'un et l'autre répondant d'une recherche d'une réduction rendue possible par la simplification, à la fois du discours historique et de la conscience et de la consistance visuelle des choses représentées. Une question demeure cependant ouverte à ce point-ci et concerne cette tension entre ce que Susan Stewart nommait être l'aspiration onirique de la miniaturisation et le travail d'histoire comparé de Seth, qu'il qualifie lui-même en entrevue de profondément orienté par l'honnêteté et la sincérité. Non pas dans une optique de pureté ou de cristallisation, mais plutôt dans celle d'une ardeur au travail capable de protéger ses protagonistes du monde réel. Il poursuit. And again, there's something in smallness that holds a great deal of value to me. Honest is a charged word, yet it totally feels right to me. Perhaps that saying from the Mennonites describes this best. Of the world, but not in it. Simon sees his retreat into slow time as earnest and real, and the outside world with its regular time as fake and illusory. L'aspect qui m'intéresse peut-être le plus ici est celui qui pose la possibilité pour l'univers graphique de Seth d'être tour à tour la simplification sincère d'une histoire collective complexe et la rêverie d'une vie quotidienne en train d'être dépassée à la fois par les événements de l'histoire et par notre position contemporaine de lecture. Plus précisément, c'est la question de la conservation, à la fois temporelle et formelle, qui me semble être le point de chute du processus de miniaturisation des objets et de l'histoire collective chez Seth. Deux questions se posent alors collées l'une contre l'autre. Qu'est-ce que Seth conserve du passé et qu'est-ce qu'il aurait espéré que le passé puisse contenir et conserver? Toute conservation implique à sa base un régime d'intentionnalité, dirigeant d'abord la sélection des éléments retenus et ensuite leur transmission. Joint ici en travers de contraintes multiples face à ce que Félix Guattari, en parlant des structures d'intention, appelait des univers de valeurs, autrement dit des régimes indiciels de discours éthique. Ici, l'épure du trait, sa cohérence souhaitée s'imposant d'elle-même, qui empêche la fioriture du détail au profit d'une synthèse lisse et immédiatement reconnaissable. Cette épure tenterait au fond de prononcer les idiomes du passé, sans non plus en réifier cette totalité potentiellement contenue dans son geste, dans le mot Dominion, dans ce pouvoir du mot, qui fascine Simon et qui risque toujours de l'emporter dans une nostalgie strictement idéalisée.
Cette recherche de nuances dans la simplification, bien entendu, Seth n'y parviendrait pas par la seule intelligence de ses capacités plastiques. C'est plus précisément dans la séquentialisation de ce rapport à des processus de miniaturisation que sa posture parvient à se complexifier. Prenons par exemple cette séquence de Clyde Fans, et qui donc se lit à partir des récitatifs en haut à gauche. What if instead of viewing this place as a cage, nach Simon, you see it as a shell? I don't mean this as a metaphor. I'm speaking literally. This building, an actual hard crust I secreted to protect my soft interior. A terribly weak center where, paradoxically, reality is most real. Outside the shell, all illusion. L'écriture de Seth se plaît à se déployer dans une narration internalisée, avec un personnage solitaire perdu dans ses pensées. Ici, la mention d'une cage qui représenterait sa maison convient à la fois à la diégèse et au style de sa ligne pleine et courbée, ouvrant vers une intériorité que le dessin, pris dans son classicisme, ne se permettrait pas isolément. Ainsi, la réflexion de Simon prend un sens supplémentaire lorsqu'il se dit « In here a horrid universe defined by self, I realize that this sort of talk smacks of self-loathing, but how can one hate oneself? Who is hating who? » Simon contemple autant sa vie que sa propre plasticité qui le scelle dans un passé idéalisé, stimulant une remise en question, une haine de soi, comme il le dit, qui est à la fois celle du regardant qui ne se reconnaît pas dans une image de surface et celle du regardé qui ne reconnaît pas qu'on ait seulement pu conserver de lui qu'une image de surface. Simon poursuit. The very idea implies that there is a person separate from the personality. In that endless sequence of Simons, some guarded nugget of continuity must remain. In that nugget is where me resides. Offrant ici une réflexion qui déborde amplement du récit en interrogeant plus largement le médium même de la bande dessinée, Seth postule une interminable séquence de multiples Simon, légèrement différents les uns les autres, à la fois par leur temporalisation faisant éclater tout principe d'unicité monolithique de l'être, tout en déroulant une énonciation se construisant dans la répétition et la différence d'une apparence en train de vieillir, incapable de se fixer pour toujours. Ainsi, la pépite, comme il le dit, de l'être que Simon cherche à préserver à travers les différentes itérations de ces personnes qui succèdent et se chevauchent, atteint une forme de paroxysme dans les planches qui suivent, lorsqu'il se dit avalé par une fissure dans un mur, dans une succession de gros plans toujours plus grossissants, alors qu'il dit reculer de plus en plus afin d'échapper à des yeux qui l'observent. Fuyant le regard jusqu'à tomber dans sa propre ligne de son trait le séparant du néant, Seth donne à voir la matérialité de son dessin d'apparence lisse, agrandi jusqu'au point d'en montrer la granularité microscopique, la pigmentation à son stade le plus divisible à l'œil nu. Réalisant en tombant dans la blancheur de la page qu'il s'est perdu lui-même, Simon se perd dans une représentation de soi qu'il ne parvient pas à fixer dans le temps, faisant voir la fabrique du souvenir, les esquisses du dessin dans les pages suivantes, au fond la vanité de son style à vouloir recouvrir complètement un temps historique qui ne peut qu'être fuyant et éternellement évanescent. Ne surtout pas se faire sa propre prison graphique, telle pourrait être la leçon et le péril qui traversent l'œuvre entière de Seth. Et pour y parvenir, ne surtout pas travailler la miniaturisation comme un authentique processus de transmission, mais bien comme une subversion transhistorique, c'est-à-dire une idée qui traverse le tissu de l'histoire en ne préservant qu'une essence critique, qui se développe à gros traits dans un espace esthétique que Seth rend de plus en plus identifiable, de plus en plus sien, jusqu'à le détacher de tout devoir d'adhésion à l'histoire collective. Seth n'est pas un archiviste, bien au contraire, il invente les archives de ce qui aurait dû être, notamment d'un désir d'inclusion bien tardif, mais qu'il plante à travers son œuvre dans sa manière d'historiciser la bande dessinée canadienne, en la faisant représenter des Autochtones et des Québécois, étendant même cette patine graphique à l'histoire personnelle de son père dans Bannock, Beans and Black Tea, les mémoires d'un enfant de l'île du Prince-Édouard ayant grandi durant la Grande Dépression. S'appropriant ici une esthétique historiciste, on pourrait dire pour conclure que Seth travaille sans cesse à produire des territoires graphiques, d'une solitude à la recherche de solidarité, qui n'ont tragiquement jamais existé.
qu'il étend par ses œuvres jusqu'en dehors de celle-ci, au gré de son travail d'illustrateur, de fabricant d'objets curieux, de marionnettes, de maquettes, de design de livres, différents objets entretenant une posture commune face à une nostalgie qu'il espère lucide, voire critique. Or, si pour Deleuze et Guattari, l'acte de produire des territoires, de territorialiser, s'accomplit toujours au gré de la rencontre des désirs, ici de conservation, et des contraintes techniques, ici le pastiche d'une esthétique passée, appliquée à des formes et à des objets d'art divers, il faut dire que Seth travaille une mobilité temporelle et spatiale totale à l'intérieur du territoire nostalgique, la ville de Dominion, qu'il s'est créée pour lui-même. Que la prison de la nostalgie, par son découpage et par le recours à un temps long qui s'étire, ne cesse finalement de fournir les occasions de sa propre remise en question, de la critique de sa propre fixité, de sa propre simplicité recouvrant une complexité psychologique qu'il creuse dans des constructions temporelles profondément entrelacées. La constance phénoménale du travail de Seth à travers différents médiums, sa réflexion ouverte sur sa relation collective et à son héritage, sur sa relation à l'histoire collective et à son héritage complexe, sa conception de la bande dessinée comme d'un art fondé sur une simplification, aussi complexe puisse-t-elle être, pose face à l'art séquentiel une dernière question d'ordre ontologique. Un BDiste, par le format des planches et de l'objet-livre, n'est-il pas toujours, idéalement, dans un processus de miniaturisation? Et si tel est le cas, n'y a-t-il pas une éthique de la miniaturisation qu'il nous reste à réfléchir en parallèle à toute éthique de la caricature ou plus largement de la représentation? Pour sa part, Seth semble sans cesse travailler à se conscientiser pour mieux s'émanciper de cette posture historiciste, faisant finalement du fameux pouvoir contenu dans le mot Dominion résonnant aux oreilles de Simon le nostalgique angoissé, le pouvoir de se mouvoir comme il le désire, en nomade déterritorialisé du monde de ses souvenirs, dépassant les rengaines historiques contraignantes et leurs solitudes respectives, sortant de la vie archivée pour mieux parcourir l'onirisme des univers inventés qu'il ne nous reste plus qu'à souhaiter. Merci.